L'histoire commence avec un train qui dévale les rails sur une pente très enneigée. Le train traverse probablement une forêt. Il neige. Le train freine brusquement, ce qui fait jaillir des étincelles dans différentes directions. Dans le même train, 10 passagers sont occupés à leurs propres activités. Quelqu'un lit un livre, quelqu'un discute entre eux et quelqu'un dort. Un homme soupçonneux, vêtu d'un pullover vert, évalue son environnement en écoutant les conversations des passagers assis derrière lui. 2 hommes tout aussi suspects se regardent entre eux et se font un signe de tête. Les 3 hommes se lèvent alors et échangent un signal « Commençons », ce qui a pour effet d'agiter les gens autour d'eux et de les inciter à les regarder. Ils avancent dans le wagon et forcent grossièrement les gens à quitter leur siège, ce qui a pour effet de plonger les gens autour d'eux dans la confusion la plus totale. L'un des passagers tente de parler à l'un des hommes pour savoir ce qu'ils vont faire. En réponse, ils lui mettent une arme sous le nez, ce qui surprend clairement l'homme et l'effraie. C'était l'homme en vert, et il est tellement mécontent qu'il pointe son arme sur le passager et lui dit de se taire ou que quiconque ouvre la bouche, il lui tirera une balle dans la tête. Les passagers sont tellement effrayés qu'ils tombent dans la stupeur. Plus loin dans l'histoire, 2 autres hommes clairement impliqués dans tout cela apparaissent, le patron et son subordonné qui rapportent qu'ils agissent. Le patron au cigare donne des ordres. Il faut bien effrayer les hommes avant de les transporter et bien évaluer la situation. L'autre homme est d'accord. Le patron se retourne et informe joyeusement l'homme aux cheveux blancs et au piercing que la chance est de leur côté et que l'affaire se terminera facilement. L'homme aux cheveux blancs exprime ses doutes et explique la raison de sa présence ici. Se pourrait-il que quelqu'un de l'association des chamans soit ici? Le patron rit et donne son avis sur la question, comme si les abrutis de l'association allaient traîner dans la banlieue à cette heure-ci. Quelqu'un l'appela par derrière. C'était un talkie-walkie. Il y a un problème sur l'affaire et il panique pour savoir ce qui ne va pas. Personne ne lui répond, demandant seulement des renforts pour l'un des wagons. Il élève la voix et, dans un échange de cris, tente d'obtenir des idiots des informations sur ce qui se passe à cet endroit. On dit qu'il y a des chamans dans le train. Le blond confirme sa supposition au sujet des chamans et se tourne vers son chef avec intérêt. L'un des hommes armés du wagon est battu par un homme aux cheveux roux et se fait arracher une dent. Il essaie probablement de savoir où se trouve leur chef. Le rouquin saisit alors l'homme par le col de sa veste et lui demande une dernière fois où se trouve leur chef, ce à quoi le bandit répond « Dans la première voiture ». Le rouquin s'appelle Dante Cloa. Il a 19 ans et est cadet de l'Association nationale des chamans. Nous rencontrons ensuite sa partenaire, Anne Grace, également âgée de 19 ans et cadette de la même association. Elle l'informe que le gang s'occupe de vendre des gens. Une conversation s'engage entre eux sur ce que Dante Chloé va faire, mais ils se demandent s'ils obtiendront des points supplémentaires en réglant l'affaire. Il retrousse ses manches et contracte ses muscles, ses veines battent la chamade, et il se demande s'il y a un autre moyen de régler cette affaire que par la force brute. Dante Chloé, qui porte une grande cicatrice sur le visage, se met en position de combat et s'apprête à éliminer ses voyous. Son plan consiste à se rendre dans le premier wagon, tandis qu'Anne Grace s'occupera des arrivants du côté opposé. Elle lui recommande de réguler sa force et de se rappeler que le mot « ça » ne peut pas être utilisé ici. Dante Chloé est d'accord. Les passagers de la voiture dans laquelle se trouvent les 2 cadets essaient de comprendre ce qui va leur arriver. Ces 2-là sont des gens de l'association, non? Anne Grace précise qu'ils sont toujours des cadets pour l'instant, mais qu'ils ont besoin que les passagers du train les croient. Une sorte de symbole bleu apparaît sur la main de Dante Chloé, qui est chargé d'une puissante énergie. Il s'avère qu'il s'agit d'un chaman, reconnu par l'association pour ses services. Dante Chloé se lance à l'assaut d'un des bandits avec des pistolets et des armes froides. Ils se rendent compte que leur adversaire est un chaman. Une chaîne bleue apparaît, apparemment fabriquée à partir de l'énergie et du pouvoir du chaman, dans sa main avec un symbole. En plus du symbole sur sa main, les yeux de Dante Chloé deviennent bleus. Il crée cette chaîne d'énergie qu'il utilise pour attaquer et retenir les bandits ennemis qui se trouvent à proximité. Il entraîne les hommes derrière lui à travers le wagon. Les passagers sont choqués et regardent autour d'eux, s'éloignant pour éviter d'être pris dans la main chaude. Les bandits ne réalisent pas ce qui se passe, ni d'où vient la puissante chaîne qui les retient. Ils pensent qu'il s'agit de magie. Cadet se moque
et les prévient qu'ils ne pourront pas se libérer, quels que soient leurs efforts. Il est bloqué par plusieurs autres bandits qui, à en juger par leurs cris, le recherchent spécifiquement. Le chaman est un peu surpris du nombre de bandits qui se rassemblent autour de lui et commence à emmagasiner encore plus d'énergie dans ses mains, ce qui rend le symbole plus vivant. Les hommes armés de pistolets donnent l'ordre à leurs camarades d'achever le chaman. Dante Claw dirige un flux d'énergie accumulé directement sur eux. L'énergie forme un bouclier que le cadet utilise pour foncer sur les bandits. Les hommes sont choqués et doutent que les balles les aident, mais ils continuent à tirer. L'un d'eux, effrayé, se met à jurer des mots obscènes. La compagnie d'hommes se disperse dans différentes directions à la suite d'une sorte de violente secousse dans leur direction. Dante Chloe expire de fatigue et les bandits le fixent en attendant son prochain mouvement. Le chaman est agressif et déclare qu'il a beau combattre ces abrutis, ils reviennent encore et encore. Deux hommes arrivent, dont l'un est surpris que tous les bandits se soient battus contre un gamin. Il pense que le cadet est un monstre et le dit à voix haute. Le même homme blond apparaît, mais ses cheveux sont en fait violet clair. Il est extrêmement malheureux et ne veut pas que les autres le dérangent. Il dit que les autres ne peuvent pas s'occuper de ce cadet chaman, son moyen de s'en sortir. Dante Chloe soupçonne ce type, aux cheveux violet clair, d'être responsable de tout ce qui se passe. Le même type propose au chaman de le regarder de plus près. Le cadet est confus et se demande mentalement ce qui ne va pas avec l'énergie de ce type. Dante Chloe se relève et avance immédiatement. Il balance son bras avec toute l'énergie qu'il a accumulée et veut en finir d'un coup de poing. Son adversaire observe le cadet avec une excitation anormale dans les yeux. Anne Grace entend un grand bruit dans le premier wagon voisin. Elle se reproche à voix haute que Dante s'est trop emballé. L'un des bandits enchaînés ricane que la jeune fille a trop confiance en son ami partenaire. Il l'informe que les cadets de l'association des chamans sont de parfaits nuls comparés aux monstres qui se trouvent de leur côté. La jeune fille lui donne un coup de pied au visage de toutes ses forces et lui ordonne de se taire. Sur le bras d'Anne Grace, on remarque le même symbole que celui de Dante Chloe. Il s'agit manifestement d'une sorte de signe chamanique. Elle a l'air calme et reste immobile quand soudain la porte métallique de la calèche est ouverte d'un coup de pied par quelqu'un. La jeune fille ne s'attendait pas à cela et se tourne vers la porte défoncée, confuse. Quelqu'un vole hors de la porte brisée et ce quelqu'un est blessé. C'est Dante Chloe. La jeune fille est très surprise par la tournure des événements. Ses vêtements sont déchirés par les coups et le combat. Dante Chloe est blessé et apparemment inconscient. Le cadet ne répond pas aux questions et à la conversation. Anne Grace est choquée et se demande comment cela a pu arriver. Il semble que Dante ait échoué dans sa tâche. Un monstre surgit de l'ombre. Le chef des bandits aux cheveux violets se moque de la jeune fille, la traitant d'autre suicidaire. La jeune fille ne comprend pas comment ce type a pu s'en sortir sans une égratignure. Est-il donc à blâmer pour ce qui se passe ici? Nous voyons qu'Anne Grace porte le même symbole sur son bras. Elle ne comprend pas qui est ce type. Et lui, à son tour, attend qu'elle l'attaque. Comme il n'aime pas attendre, il décide de l'attaquer lui-même. Soudain, une boule d'énergie, une boule de lumière, lui fonce dans la tête. Anne Grace est déjà en colère et lui demande qui il est. À cause de la lumière intense de cette boule d'énergie, le gars ne peut pas voir son visage. Il s'arrête de parler. La fille est en état de choc. Cela se voit dans ses yeux. Le type ne reçoit aucune blessure due au choc, même le contraire. Sa peau prend une teinte sombre et une texture écailleuse. Il s'amuse à dire que la fille est encore plus faible que Dante Chloe. La fille semble comprendre de quoi il s'agit. Elle réfléchit à quelque chose. Il pense que ce type utilise de la magie maudite. Elle est presque sûre de son coup. Le corps du type a changé. Ses mains ont pris la même apparence, la même couleur et la même texture que son visage. Il a un air de fou. Il appelle sa magie le pouvoir de la bénédiction. Anne Grace tente d'évaluer ses chances en concentrant l'énergie des symboles sur ses mains et se rend compte qu'elle ne peut pas esquiver. Le chef des bandits frappe et fait tomber la jeune fille. Anne Grace s'envole et heurte l'un des sièges du train. Lorsqu'elle reprend conscience et parvient à s'asseoir, Anne Grace saisit son bras blessé et se rend compte que le type a réussi à lui casser le bras d'un seul coup. Son adversaire est complètement désemparé. Une goule effrayante, la fille est en état de choc et ne comprend pas comment procéder. L'un des bandits retourne voir le chef et lui demande s'il faut faire confiance à ce monstre.
Le chef est sûr de lui, car ils l'ont envoyé pour une raison précise. Le chef au cigare dit qu'il coopère avec eux depuis longtemps et qu'il leur a donné beaucoup de marchandises. Soudain, un homme aux cheveux noirs et aux perles rouges apparaît par derrière et s'excuse auprès du patron. Celui-ci est surpris et demande d'où il vient. L'homme aux cheveux noirs répond qu'il est sorti des toilettes. Le patron est pris de colère et donne un coup de pied dans la poitrine du type, car personne n'ose l'effrayer de la sorte. Le type aux cheveux noirs tombe sur le sol et se serre les bras autour de la poitrine. Le patron donne l'ordre à l'un des voyous de traîner le trou du cul. Le type aux perles rouges crache du sang à cause des coups qu'il a reçus. Le chef se moque de lui et pense qu'il est faible parce qu'il n'a été frappé qu'une fois et qu'il est déjà en train de mourir. Les bandits discutent de leurs affaires et se proposent de prendre le garçon aux cheveux noirs pour eux-mêmes et de le vendre, mais il sera difficile de le faire à un prix normal. Le gamin est surpris par cette conversation et tente de rassembler ses forces pour se lever. Les bandits ne comprennent pas ce que veut ce type et qui il est. Il raconte n'importe quoi. Mais il porte sur le bras le même symbole que les cadets. Il y a beaucoup d'agitation dans l'un des wagons du train. Anne Grace s'évanouit et du sang coule de sa bouche. L'une des passagères du train est assise avec un bébé qu'elle serre contre elle en se couvrant la bouche de peur. Le type aux cheveux violets soulève Anne Grace en lui tenant la main comme une poupée de chiffon. Il s'amuse manifestement de ce qui se passe. Il tend joyeusement la main à la jeune fille inconsciente pour s'assurer qu'elle n'est pas morte, parce qu'il va avoir des ennuis pour ça. Le meneur s'ennuie parce qu'il n'a pas le droit de toucher à la marchandise. Un bébé assis dans les bras d'un des passagers se met à pleurer. Le monstre le remarque et se tourne vers le passager avec intérêt. Il pense que s'il tue un seul enfant bruyant, il n'obtiendra rien en échange. La mère de l'enfant bruyant commence à le supplier de ne pas tuer son fils. Elle est prête à faire tout ce que le monstre veut. Le type aux cheveux violets glousse et dit que ce n'est qu'une blague. Il lui assure qu'il n'avait pas l'intention de tuer le bébé. Mais il est très ennuyé par le fait que le garçon pleure fort. Cela l'énerve. Il oblige la femme à faire taire le bébé pendant 3 secondes. Si elle ne se plie pas à ses exigences, il ouvrira la bouche du petit garçon. Le monstre commence à compter à rebours à partir de 3. À la toute fin du compte à rebours, le même homme aux cheveux noirs et aux perles rouges apparaît par derrière. Il donne un coup de couteau au chef de gang. Il a beaucoup d'énergie lumineuse et puissante dans ses mains avec les mêmes symboles. Le blond n'a que le temps de jeter un coup d'œil à l'homme aux cheveux noirs. Ce dernier donne un coup de poing puissant et fait tomber son adversaire au sol. L'un des passagers tombe dans un état de stupeur et est choqué par ce qui se passe. Les autres membres de l'équipe de bandits sont tout aussi choqués. Le choc est si intense que de la sueur perle sur leur front. La femme et l'enfant sont également sous le choc de la situation qui les entoure. Ils ne s'attendaient pas à cela. L'homme aux cheveux noirs et aux perles sourit, confiant dans la situation. Il assomme son adversaire d'un coup de poing et pense qu'il en a même un peu trop fait. Le patron du cigare ordonne à son assistant de donner une leçon à l'homme aux cheveux noirs et aux perles. L'assistant, pour une raison inconnue, appelle le patron un frère. Il saisit le garçon aux cheveux noirs par l'épaule et exige qu'il le suive. En réponse à cette demande, le garçon aux perles frappe le voyou à la tête de toutes ses forces. Dans les mains du garçon se concentre un pouvoir bleu et magique. Le garçon aux cheveux noirs a des yeux bleus dans lesquels il concentre également une sorte de pouvoir. L'un des bandits s'envole contre le mur sous le coup de poing du garçon aux perles. C'est un coup puissant. Le bandit souffre tellement qu'il se met à crier et à grogner involontairement. Le chef des bandits est choqué et ne réalise même pas ce qui se passe. Il est tellement surpris qu'il se demande à haute voix ce qui s'est passé. Le type aux cheveux noirs soupçonne l'homme d'être le chef de la bande. Le type aux perles demande des explications. Le chef du gang doit lui expliquer en détail quel est leur objectif et combien de personnes ont été victimes de leurs actions. Le type aux cheveux noirs assomme le chef des bandits aux cheveux violets clairs et tente de reprendre son souffle. Les passagers du train regardent ce qui se passe. Il continue à concentrer de l'énergie dans ses mains avec des symboles. Les autres bandits sont surpris de voir qu'un autre chaman leur barre la route. L'un des bandits pointe son arme sur le chaman aux cheveux noirs et lui ordonne de ne pas bouger. Le type aux perles disparaît en un éclair, ne laissant derrière lui qu'une traînée d'énergie bleue. Le bandit ne comprend pas comment il est possible qu'il se soit volatilisé sous ses yeux.
Le gamin aux cheveux noirs réapparaît brusquement et assomme cet homme du gang avec toute son énergie concentrée. Il est fatigué et épuisé. Après le coup, le gamin essaie de reprendre son souffle. Le chaman aux perles essaie d'évaluer son état et regarde ses mains, dans lesquelles se cache le pouvoir. Il se rend compte qu'il a surestimé sa force et qu'elle est en train de s'épuiser. Il pense qu'il est temps pour lui d'en finir. L'un des passagers l'interpelle par derrière, comme s'il l'avertissait de quelque chose. L'homme aux cheveux noirs se retourne vers lui d'un air interrogateur, et le passager lui dit de faire attention. Le chaman est averti qu'il y a quelque chose derrière lui. Le monstre a repris ses esprits, a presque complètement changé la structure de son corps et a fait de son bras un semblant de foreuse. Le monstre attaque le chaman aux cheveux noirs, mais celui-ci parvient à esquiver et à attraper les bandits qui se trouvent à proximité et qui sont couchés pour les protéger. Le reste des bandits sont évanouis et le gars aux perles est surpris de voir que le monstre est déjà réveillé par les coups. Le monstre a fait pousser plusieurs pointes sur son corps et s'étonne que le chaman protège non seulement les siens, mais aussi ses adversaires. Le type aux perles essaie mentalement de comprendre son adversaire et suppose qu'il est aussi un chaman. Le corps de l'autre chaman monstrueux se distingue par des pointes et des écailles dépassées sur presque tout le corps. Il sourit et ne promet pas à son adversaire une mort facile. Les passagers sont choqués et stupéfaits de voir un homme aux cheveux violets se transformer en une sorte de monstre. Le chef des monstres lui-même ne s'attendait pas à se transformer en un tel endroit. Ses poings tremblent et il est impatient de se battre. L'homme aux perles est stupéfait que l'ennemi ait presque tué le sien. Mais le monstre s'en moque. Il pense que les autres bandits sont des gens sans valeur dont il ne se soucie pas. Quelqu'un pousse ses pieds hors du sol de toutes ses forces et entre dans la mêlée. Le monstre lance une attaque sur le gars aux perles et le met au défi d'essayer de protéger ceux qui l'entourent. Les passagers du train ont une peur bleue car le monstre bandit se dirige vers eux. Le chaman aux cheveux noirs se replonge dans ses pensées et réfléchit à un plan d'action. Il se rend compte qu'il peut s'enfuir, mais que s'il n'arrête pas le monstre, il y aura de nombreuses victimes. Il commence à concentrer une grande quantité de nouvelle énergie bleue dans ses mains. Le chaman aux cheveux noirs crée un bouclier avec son énergie concentrée, et le monstre essaie de le percer avec sa grosse pointe au lieu de son bras. Le type aux perles ne fait pas vraiment d'effort pour tenir son bouclier. Le chef des monstres ne parvient pas à le traverser. Le monstre sourit, mais il est surpris par la force de son adversaire. Il essaie de comprendre qui il est. Dante Claw est toujours étendu, évanoui après l'affrontement avec le monstre. Le chef des bandits n'était pas intéressé par le combat contre le cadet. Anne Grace est également évanouie, tout comme l'autre cadet Dante Claw. Le monstre les prend pour des mauviettes et a encore du lait sur les lèvres. Le chaman aux cheveux noirs et aux perles regarde en arrière, tenant son bouclier avec ses mains. Il appelle le jeune homme le plus proche assis dans le carrosse. Celui-ci répond. Le chaman lui demande de s'éloigner le plus possible d'ici et d'emmener avec lui les personnes restantes pendant qu'il gagne du temps. Le passager est surpris de trouver les bandits qu'il protège aussi. L'homme aux cheveux noirs rassure le jeune homme et l'informe que les bandits sont endormis depuis longtemps et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le monstre sourit au chaman qui porte des perles et le félicite pour sa bienveillance. Après tout cela, le chef des monstres réussit à percer le bouclier du chaman. Des fissures s'étendent sur le bouclier. Il traite l'enfant aux cheveux noirs de cadavre vivant et le bouclier se fissure de plus en plus. Le meneur de jeu pense qu'il gaspille ses forces à cause des humains. Pendant ce temps, les humains jettent les deux cadets et le reste des passagers sur leur dos pour les emmener loin d'ici. Le monstre essaie d'intimider le chaman aux cheveux noirs car il tient à peine sur ses pieds. Il pense que c'est le bon moment pour arrêter de résister. Le type aux perles saisit la manche de sa veste. Il prépare quelque chose, mais il ne voulait pas le faire en public. Il arrache la manche et dévoile son bras qui porte un tatouage bleu symbolique. Le chaman lui propose d'en finir. Le chef n'en revient pas que le gamin ait un tatouage sur tout le bras. Il est stupéfait et a l'air terrifié. L'énergie se dirige vers lui. Une vague bleue de puissance magique frappe fort et fait reculer le monstre. Le meneur de jeu se couvre les yeux sous l'effet d'un choc aussi violent. Il est extrêmement surpris ou effrayé. La force avec laquelle le type aux perles a repoussé le monstre a déchiré ses vêtements. Le type aux cheveux violets clairs tient à peine sur ses pieds.
Une coupure apparaît sous son œil, il ne comprend pas comment le chaman aux perles a obtenu une aura aussi puissante. Le chaman aux cheveux noirs accumule de plus en plus de puissance et de force en lui et autour de lui, s'entourant d'une aura. Ce n'est qu'un garçon ordinaire, n'est-ce pas? Le monstre ne comprend pas tout à fait ce qui se passe et se rend compte qu'il a peur. Des pointes ont même poussé sur le dos du monstre. Il se moque de sa propre peur. Il ne va pas mourir comme ça. Son corps change constamment de structure, comme s'il se transformait un peu plus à chaque fois. Il a dû travailler dur pour obtenir une telle puissance. Le chaman aux cheveux noirs ne réagit pas du tout à ce que fait et dit le chef des monstres. Le tatouage sur son bras se met à briller encore plus fort. Les vêtements du monstre sont presque tous déchirés, et une autre longue pointe est apparue sur son front. Il s'est enfin transformé et croit que le chaman ne peut pas le vaincre. Le meneur s'élance immédiatement à l'attaque, pointant ses pointes comme des forêts. Il promet d'en finir avec le chaman qui porte des perles. Le garçon aux cheveux noirs ne se soucie pas du tout de ses remarques et de ses menaces. Il reste immobile dans le wagon pendant que le monstre avance. À un moment donné, le chaman aux cheveux noirs décide de répondre à la menace et avance sa main tatouée vers le monstre, là où se trouve le pouvoir. Il serre malencontreusement ses doigts en un point et déclare qu'il faut détruire ce monstre. Le train dévale une pente enneigée près de la forêt, il neige toujours. Soudain, il y a une énorme explosion dans le train qui entoure tout d'une lumière bleue et brillante. Les passagers du train sont surpris par l'explosion et regardent autour d'eux pour voir ce qui s'est passé. Les autres passagers sont tout aussi choqués que les autres. Le train commence à trembler. L'énergie dans la main du chaman symboliste commence à se dissiper, se dispersant en petites particules. Le coup du garçon aux cheveux noirs envoie le monstre voler à travers le wagon, heurtant les sièges, percutant les portes métalliques entre les wagons. Le meneur aux cheveux violets clairs est blessé et s'évanouit. Le chaman aux cheveux noirs semble presque intact et calme. Il prétend que tout est fini. Du sang coule de sa bouche et de son nez. Il a à peine survécu au combat. Soudain, à un moment donné, il expecte une grande quantité de sang. L'homme aux cheveux noirs tombe de ses pieds et perd connaissance. Il gît sur le sol du wagon, inconscient, et il y a une mare de sang sous sa tête. Le tatouage sur son bras a cessé de briller, et toute l'énergie et la puissance se sont évaporées. Le ciel est d'un bleu éclatant et la neige tombe à gros flocons à l'extérieur. À la gare de Baran-Felgrant, à 13h42, le train s'arrête d'urgence. Les personnes présentes à la gare discutent de ce qui s'est passé. Ils disent que des bandits ont détourné le train, mais qu'ils ont été arrêtés. Les bandits du train ont été ligotés et mis en cercle. Les autres hommes attendent quelqu'un du quartier général qui leur dit qu'il sera bientôt là. Le même chef au cigare et son compagnon discutent du fait que quelqu'un était censé les rencontrer à cette station. Le chef n'en peut plus et commence à crier que son gang a perdu face à des faibles, même avec des armes, et même s'il s'agit de chamans. Il est vexé d'avoir perdu à cause d'un gamin aux yeux bleus ardents. L'un des hommes qui se tient à côté des bandits est Duke Bright. C'est le chef de district du 22e cadran de l'association des chamans de l'État. Il leur dit de se taire. Il est sérieux et insistant. Les bandits auront toujours le temps de discuter, même s'ils n'en ont pas envie. Derrière Duke Bright, quelqu'un appelle. C'est une femme blonde qui porte une veste avec ses insignes de service. Elle s'excuse d'être en retard. Elle plaisante sur le fait que les vieux ne voulaient pas la laisser partir, et un grand homme portant un masque rouge marche à côté d'elle. Il s'agit de l'unité 5 du quartier général de l'association des chamans de l'État. La femme blonde demande si ce qui s'est passé ici a été réglé. Duke Bright donne le rapport. Des bandits essayèrent de détourner le train. Il signale également qu'il y a eu des candidats, grâce auxquels le train a été libéré, et aucune personne n'a été blessée. Duke Bright poursuit son rapport. Les bandits avaient un sorcier de leur côté. La femme blonde est surprise. Elle regarde la tablette avec ses yeux violets et s'étonne que les cadets aient vaincu celui de haut niveau. Elle se demande s'ils vont bien. Le Duke Bright dit que les cadets chamans sont blessés, mais pas mortellement. Ils sont tous envoyés à l'hôpital de l'association. Sur la tablette de la femme se trouvent les dossiers personnels de chaque cadet. Duke Bright recommande de regarder la dernière page concernant le candidat. La femme sourit, un léger sourire au coin des lèvres. Le dossier de Von Erasil, âgé de plusieurs années, est candidat à l'association des chamans de l'État.
Il a également suivi un